Kiharu était un perdant, laid et pathétique, qui obtint une compétence de guérison de rang S. Mais au lieu de devenir un héros, il fut trahi par ses pairs. Écœuré par sa vie misérable, Kiharu décida de voyager dans le temps pour se venger d'eux. Cependant, avant tout cela, Kiharu, jadis un orphelin solitaire et sous-estimé, était souvent méprisé par son entourage, à cause de ses capacités apparemment inutiles. Ses prétendus amis l'ont trahi, le laissant amer, mais tout a basculé lorsqu'il a débloqué une compétence cachée lui permettant de voyager dans le temps. Poussé par un désir de vengeance, Kiharu entreprit de régler de vieux comptes et de retrouver sa dignité. Une nuit, il fut réveillé en sursaut par un rêve étrange. Alors qu'il était allongé, il entendit une voix inconnue dans son esprit, l'exhortant à devenir plus fort. À cet instant, Anna entra dans sa chambre, remarquant qu'il avait fait le même rêve. Kiharu confirma, le décrivant comme une vision où il se voyait en héros combattant le Seigneur Démon. Anna sourit, lui rappelant qu'il rêvait autrefois de devenir aussi courageux que Batman, prêt à protéger les plus démunis. Mais Kiharu, désormais endurci par la vie, rejeta l'idée, se traitant de naïf d'avoir de tels rêves. Il insista sur le fait qu'il était trop faible pour devenir un héros. Anna, cependant, lui fit remarquer gentiment que son anniversaire approchait et lui demanda quelle classe il espérait rejoindre. Kiharu haussa les épaules, mentionnant qu'une classe de haut rang ne lui déplairait pas, afin de pouvoir enfin la remercier pour les années passées à prendre soin de lui. Plus tard, ce jour-là, alors qu'il cueillait des pommes, il eut une vision soudaine d'une pierre et entendit une voix l'exhortant à chercher le côté des esprits. La vision le surprit tellement qu'il laissa tomber la pomme qu'il tenait. Presque comme sous l'effet d'un sort, Kiharu s'enfonça dans la forêt, suivant un chemin inconnu. À la tombée de la nuit, il arriva à un lac où il rencontra un esprit mystérieux qui se présenta comme l'esprit des étoiles. L'esprit lui demanda ce qu'il désirait, et Kiharu exprima son souhait d'obtenir la vision des esprits, une capacité à voir au-delà du visible. L'esprit expliqua que, liée par un ancien accord avec ses ancêtres, elle était obligée de l'aider. Elle embrassa son œil droit, le transformant du rouge au vert, lui accordant le pouvoir qu'il cherchait. Lorsque Kiharu regarda dans le lac, il se retrouva transporté sur un champ de bataille féroce, témoin d'un combat entre les héros et le Seigneur Démon. Malgré les efforts des héros, le Seigneur Démon déchaîna finalement toute sa puissance, les vainquant tous. L'un des héros restants interpella Kiharu, exigeant qu'il soigne tout le monde. Mais au lieu d'aider, Kiharu rit, refusant d'assister quelqu'un qui le jugeait sans valeur. Le héros fut choqué, car Kiharu n'était pas censé être conscient de son environnement. Il révéla qu'il avait développé une résistance aux potions utilisées pour le contrôler, ayant attendu le bon moment pour affronter le Seigneur Démon lui-même. Ignorant les doutes du héros sur sa force, Kiharu chargea le Seigneur Démon. À l'insu des autres, ses pouvoirs de guérison lui permettaient d'absorber et d'imiter les capacités de ceux qu'il soignait. Cette compétence unique lui permit de combattre à armes égales avec le Seigneur Démon, se soignant chaque fois qu'il était blessé. Finalement, il la maîtrisa. Et alors qu'elle disparaissait, elle exprima son regret de ne pas avoir pu protéger quelque chose qui lui était cher. Kiharu l'assura qu'elle aurait une autre chance et quand elle disparut, une pierre fut laissée derrière. Au moment où il saisit la pierre, Kiharu entendit quelqu'un applaudir. Se retournant, il vit une héroïne aux cheveux roses qui s'était secrètement soignée. Elle exigea qu'il lui remette la pierre philosophale, le prévenant qu'elle était maudite. Elle affirma qu'une héroïne expérimentée comme elle seule pouvait maîtriser son pouvoir. Kiharu, cependant, l'accusa de vouloir la pierre pour dominer les autres et déclara qu'il utiliserait ses pouvoirs pour guérir le monde en remontant le temps. Bien que la jeune femme l'ait averti qu'il perdrait ses souvenirs et affronterait à nouveau la même souffrance, Kiharu resta résolu, affirmant qu'il n'oublierait jamais la douleur qu'elle lui avait causée. Sur ce, il activa la pierre, réinitialisant la chronologie. Plus tard ce soir-là, Kiharu, désormais dans un palais royal, reçut la visite d'une servante qui tenta de le séduire. Jouant le jeu, Kiharu utilisa ses capacités de guérison uniques pour puiser de l'énergie en elle, se renforçant à chaque rencontre. Au fil du temps, il répéta cela avec plusieurs servantes, devenant secrètement plus puissant. Finalement, une épéiste renommée nommée Kuroha revint au palais, et Kiharu fut convoqué pour la soigner. Alors qu'il commençait sa guérison, il vécut ses souvenirs, ressentant ses luttes et la douleur de son bras perdu. Une fois la guérison terminée, le bras de Kuroha fut restauré, mais elle trouva Kiharu effondré d'épuisement. Paniquée, elle tenta de l'aider, mais Flar, une autre héroïne, et son conseiller l'arrêtèrent, assurant à Kuroha qu'il prendrait donc soin de Kiharu. À contre-cœur, Kuroha s'en alla, promettant de le remercier un jour. Une fois seul, Flar rejeta Kiharu comme inutile, se moquant de sa faiblesse. Cependant, le conseiller expliqua que les capacités de Kiharu étaient différentes de celles des autres guérisseurs et demanda la permission de l'étudier davantage. Flar accepta, bien qu'elle exprimât son dégoût à l'idée de reconnaître Kiharu comme un héros égal. L'entendant, Kiharu, qui n'avait fait que simuler l'inconscience, fut satisfait. L'arrogance de Flar était restée la même, et il se réjouissait de pouvoir exécuter sa vengeance contre elle. Plus tard, dans la chambre de Kiharu, il informa Flar et le conseiller qu'il n'utiliserait plus ses pouvoirs de guérison. Il expliqua qu'il ne voulait pas ressentir la douleur intense et la souffrance de ceux qu'il soignait. Flar tenta de le persuader, arguant que sa guérison pourrait sauver de nombreuses vies, mais Kiharu refusa obstinément de changer d'avis. Comprenant sa décision, Flar dit qu'elle ne le forcerait pas à utiliser ses pouvoirs et lui suggéra de prendre du repos avant de partir avec le conseiller.
Plus tard ce jour-là, une servante entra dans la chambre de Kiaru avec une tasse de thé. Elle dit que Flair l'avait envoyé pour qu'il se détende. Cependant, dès qu'il en but une gorgée, il s'évanouit. Lorsque Kiaru reprit connaissance, il se retrouva battu par Léonard, l'un des chevaliers de Flair. Léonard le réprimanda pour ne pas avoir obéi à la princesse et le frappa de nouveau, le traitant de parasite profiteur. Kiaru protesta faiblement, affirmant ignorer sa faute, mais Léonard continua de l'agresser, lui rappelant qu'il n'oublierait pas les 28 coups de fouet qu'il avait reçus de lui. À cet instant, le conseiller entra et réprimanda Léonard pour avoir maltraité son cobaye. Il donna ensuite à Kiaru sa première dose de médicaments. À partir de ce jour, Kiaru subit les abus de diverses personnes qui voulaient pousser leur capacité à de nouvelles limites tout en lui injectant des substances. Bon sang. Flar lui rendit visite dans sa cellule, le forçant à mendier le médicament comme un chien. Elle le frappa même violemment du pied, disant qu'il méritait d'être traité comme un animal sale. Elle lui fit comprendre que s'il voulait plus de médicaments, il devait soigner des gens pour elle. Mais chaque fois qu'il soignait quelqu'un, il utilisait une technique appelée guérison, par imitation, qui lui permettait d'absorber leur capacité pour lui-même. Pendant 6 mois, il soigna des gens le jour et souffrit la nuit. Contrairement à sa vie précédente, où il avait été fortement influencé par les médicaments, Kiaru prit des précautions pour assurer sa survie. Il attendit patiemment que sa tolérance augmente afin de pouvoir exécuter ses plans. Un jour, il entendit les gardes mentionner que le roi était parti pour un autre pays. Saisissant l'occasion, il décida de mettre son plan en marche. Utilisant la compétence d'alchimie qu'il avait volée, il brisa ses chaînes et s'échappa de sa cellule. Quand Flar découvrit son évasion, elle s'inquiéta. Léonard entra alors avec un Kiaru ligoté, affirmant avoir des informations importantes à partager. Flar lui demanda de parler, mais Léonard dit que c'était une affaire délicate. Elle ordonna aux gardes d'emmener Kiaru et demanda à Léonard de la suivre dans sa chambre. À l'intérieur de sa chambre, Léonard se débarrassa rapidement de ses gardes, avant de saisir Flar et de déchirer ses vêtements, exposant ses secrets. Alors qu'il la tenait, il utilisa une technique pour drainer sa magie. Flar était confuse et exigea de savoir pourquoi son loyal chevalier la trahissait. Léonard révéla qu'il n'était pas vraiment Léonard, mais Kiaru déguisé. Flar fut choquée de réaliser qu'elle était à la merci de quelqu'un qu'elle considérait inférieur, mais elle savait qu'elle était impuissante à faire des exigences. Désespérément, elle tenta de le raisonner, affirmant qu'elle l'avait drogué pour qu'il ne ressente pas de douleur en utilisant ses pouvoirs de guérison. Elle insista que c'était pour son bien. Kiaru rétorqua qu'elle était malade et tordue de l'avoir laissé souffrir autant au nom de l'aide. Cette réalisation frappa durement Flar, car elle comprit qu'il se souvenait de tout. Kiaru décida qu'il était temps pour elle de ressentir un peu de sa propre souffrance. Alors il lui demanda si elle voulait jouer à un jeu. Il lui brisa l'index de la main gauche, la faisant hurler d'agonie. Elle lui promit richesse, gloire et pouvoir, disant qu'il pourrait tout avoir, comme le légendaire Gold Roger, s'il lui épargnait la vie. Kiaru lui brisa un autre doigt, lui disant que ses mensonges ne pouvaient pas le faire changer d'avis. Il déclara qu'il prévoyait de lui briser tous les doigts de la main, mais lui offrit un marché. Si elle restait silencieuse jusqu'à ce que tous ses doigts soient binois brisés, il mettrait fin à sa vengeance. Flar s'accrocha à cette promesse, endurant la douleur de chaque doigt brisé, ce qui impressionna Kiaru. Il la loua pour sa forte volonté et décida de lui soigner les doigts, mais il lui dit qu'il recommencerait. Flar lui rappela sa promesse de la libérer, mais Kiaru ignora sa supplique et lui brisa un autre doigt, la faisant crier de douleur. Il déchira ensuite le reste de ses vêtements et la jeta sur le lit. Quand elle remarqua qu'il s'était déshabillé, elle le supplia d'arrêter et tenta de se lever, mais ses jambes ne coopérèrent pas, et elle retomba sur le lit. Kiaru expliqua qu'il avait utilisé une technique appelée guérison, par corruption, pour transformer ses jambes en gelée. Il lui ordonna de rester immobile et d'accepter sa punition, mais Flar rampa loin de lui, affirmant qu'elle ne permettrait jamais à un humble paysan de la toucher. Kiaru la traqua comme un lion sa proie, rejetant ses paroles comme insignifiantes. Quand elle se retourna, elle se retrouva face à lui, et Kiaru dut utiliser la magie pour se préparer à l'acte. Il s'approcha ensuite de la cheminée, prit un tisonnier et le plaça dans le feu, lui demandant si elle préférait cela ou si elle le voulait, lui. Flar commença à paniquer, alors il lui donna 10 secondes pour choisir. Elle dit qu'elle le voulait, mais Kiaru fit semblant de croire qu'elle voulait le tisonnier. Terrifié, Flar le supplia de ne pas utiliser le tisonnier sur elle, ce qui fit rire Kiaru de manière maniaque devant son air pathétique. Il jeta le tisonnier brûlant sur le tapis, l'enflammant sans se soucier, tandis qu'il continuait à faire ce qu'il voulait de Flar. Une fois terminé, il la tira devant un miroir et effaça sa mémoire, altérant son apparence par la même occasion. Le lendemain, quelque part dans la ville, Kiaru changea complètement d'apparence. Il était prêt à poursuivre ses plans de vengeance ciblant Bullet et Blade. Il avait également l'intention de rendre visite au Seigneur Démon pour découvrir ce qu'elle essayait de protéger. À ce moment-là, Flair se réveilla, confuse et sans aucun souvenir d'elle-même, ni de lui. Kiaru se présenta comme Kiaru et lui dit que son nom était Frey. Il expliqua qu'elle s'était évanouie à cause d'une forte fièvre et remarqua à quel point il était surprenant qu'elle ne se souvienne de rien. Il suggéra ensuite qu'ils passent un moment intime ensemble pour l'aider à se souvenir. Il lui dit de le supplier comme elle le faisait toujours et Flar obtempéra, même dans son état amnésique. Une fois qu'ils eurent en boucle fini,
Elle admit que, bien qu'elle n'ait aucun souvenir, elle ressentait une connexion et de l'amour pour lui au plus profond d'elle. Alors qu'il la tenait, Kiharu jura silencieusement qu'il était né de nouveau et vivrait sa vie comme il le désirait, car il était le guérisseur le plus puissant. Il savait que s'il n'avait pas agi ainsi, Flar, Bullet et tous ceux qui l'avaient trahi auraient déjà mis fin à sa vie, ou du moins à sa position. La nuit, Flair humilia Kiharu davantage en le forçant à mendier ses médicaments habituels, mais au lieu de les lui donner, elle les renversa. Kiharu retourna à sa tente, seulement pour être attaqué par Bullet, qui tordait son amour pervers pour lui. Alors qu'il gisait blessé, il entendit la voix de Flair l'appeler, et il jura alors et là que Blade et Bullet recevraient ce qu'ils méritaient. Kiharu et Flair atteignirent finalement la Narita, une ville célèbre pour le crime et le commerce illégal. Pendant qu'il déjeunait, Kiharu remarqua qu'après cela, il utilisa ses pouvoirs de guérison pour augmenter le nombre d'anticorps dans son corps. Il mélangea ensuite son sang avec une substance de guérison, se demandant à quel point ce serait efficace. Mais quand son serviteur l'essaya et se sentit mieux immédiatement, le marchand s'intéressa. Il demanda à acheter la recette, mais Kiharu refusa, disant au marchand qu'il lui vendrait des flacons du médicament pour 1 pièce d'or chacun. Ils conclurent un accord selon lequel le marchand pourrait fixer le prix des futures doses, mais il devrait partager la moitié des bénéfices et être honnête à ce sujet. Après leur départ, Flair le questionna, le regarda de haut et insinua qu'il ne pourrait peut-être pas s'en offrir un. Mais Kiharu jeta un sac d'or sur le comptoir, le faisant taire. Kiharu suspecta la fille. Elle tenta d'attaquer avec des griffes de glace, mais ses chaînes la retinrent, et voyant le regard dans ses yeux, Kiharu décida qu'elle était parfaite. Il lui promit une chance de se venger de quiconque lui avait fait du tort, malgré les avertissements du commerçant. Ignorant les conseils du vieil homme, il paya et l'assura qu'il ne la ramènerait jamais, sentant qu'il avait trouvé son arme ultime. Dans la capitale impériale, un conseiller découvrit que le prisonnier du donjon n'était pas Kiharu, mais plutôt Léonard. Kiharu amena la fille qu'il venait de secourir dans sa cachette, celle de Flair. Flair s'inquiétait qu'il retire son collier d'esclave, mais Kiharu l'assura que la fille lui obéirait de toute façon. Il retira la couverture qui la recouvrait et commença à la soigner. Grâce à ses pouvoirs, il aperçut des fragments de son passé et réalisa qu'elle et ses amis avaient été capturés par des mercenaires. Ses amis, sous la torture, avaient révélé l'emplacement de leur cargaison de Inu, des esclaves du clan du loup de glace arrivant bientôt, ce qui incluait probablement le reste de son clan. Il se souvint également avoir vu dans les souvenirs de Léonard que l'armée impériale d'Ural avait envoyé des soldats pour abattre ses oppresseurs. Pour la soigner davantage, Kiharu lui administra le médicament par voie orale, ce qui fit que Flar, une marchande, était restée loyale et ne l'avait pas trahi. Flar était satisfaite de leur succès, disant que les profits les aideraient à construire une vie stable. Cependant, Kiharu lui rappela qu'ils avaient un but plus grand et n'étaient pas destinés à une vie simple. Quand ils retournèrent dans leur chambre, la fille était toujours inconsciente, ce qui inquiétait Flar. Kiharu la rassura, disant que la fille était très faible quand il l'avait secourue, donc la guérison pourrait prendre du temps. Il lui administra une autre dose, et elle se réveilla enfin, le giflant d'alarme, pensant qu'il avait essayé de profiter d'elle. Flar la réprimanda, expliquant que Kiharu avait pris soin d'elle depuis qu'elle avait été achetée. Réalisant son erreur, la fille s'excusa. Kiharu se présenta, et la fille partagea son nom, Setsuna. Kiharu demanda ensuite à Flar d'aller acheter de la nourriture, et elle accepta joyeusement, excitée de célébrer le rétablissement de Setsuna. Après le départ de Flar, Setsuna remercia Kiharu, mais précisa qu'elle n'avait pas l'intention de rester avec eux. En fait, elle tenta même de l'attaquer. Kiharu attrapa rapidement sa main et la maîtrisa, expliquant qu'il n'avait pas besoin de collier pour la faire obéir, car il était déjà bien plus fort qu'elle. Il se présenta comme un simple alchimiste et la rassura que son clan était en sécurité pour le moment. Cependant, il la prévint que des soldats étaient susceptibles d'attaquer son village le lendemain. Il lui offrit de l'aider à devenir plus forte afin qu'elle puisse protéger son peuple. Pour l'aider à gagner en force, il demanda à Setsuna de lui dire son vrai nom. Cela lui permettrait d'utiliser ses pouvoirs pour améliorer ses capacités. Setsuna accepta, disant qu'elle ferait tout le nécessaire pour protéger son clan. Kiharu commença alors à utiliser ses pouvoirs pour la rendre plus forte, expliquant qu'elle avait le choix de travailler avec lui ou de risquer de perdre la chance de sauver son peuple. Setsuna décida de s'allier à lui. Tandis qu'il travaillait à renforcer sa force, elle sentait qu'elle devenait plus puissante. Kiharu l'assura que ce n'était que le début de ce qu'il pouvait faire pour elle. À chaque instant, Setsuna se sentait plus optimiste quant à sa capacité à défendre son village et ses proches. Cette nuit-là, ils se rendirent sur une colline surplombant son village. Ils virent les soldats impériaux maltraiter des membres du clan du loup de glace, essayant d'attirer les villageois. Enragé, Setsuna voulut se précipiter et attaquer, mais Kiharu la retint, disant qu'il serait plus efficace de réduire leurs effectifs d'abord. Quand les guerriers de son clan émergèrent pour combattre, Kiharu se joignit à eux, portant un masque et se déclarant le héros de l'épée. Utilisant ses capacités, il abattit rapidement les soldats plus proches, utilisant même une technique apprise de Kurai pour éliminer davantage d'ennemis. Les soldats restants étaient déconcertés, mais Kiharu rassura les guerriers du clan du loup de glace qu'il était là pour aider, ayant répondu à l'appel de Setsuna. Il tourna ensuite son attention vers les soldats, promettant de se venger de leur attaque contre des demi-humains innocents. Flar lança un puissant sort qui affaiblit les soldats,
et avec le chaos qui se déroulait, il laissa enfin Setsuna libérer sa colère refoulée. Elle sauta dans la bataille avec excitation, déchirant les soldats avec une grande satisfaction. Alors que le combat continuait, d'autres membres de son clan se joignirent à eux, et ensemble, ils réussirent à vaincre tout le groupe ennemi. Kiaru remarqua que Flar le regardait et commença à se demander si sa gentillesse venait du fait d'être loin du royaume corrompu de Joril. À ce moment-là, il décida qu'il voulait faire tomber le royaume entièrement, car il était rempli de gens qu'il méprisait vraiment. Après la bataille, le clan célébra sa victoire durement gagnée, et plus tard, Kiaru emmena Setsuna à la source d'eau de la ville. Il expliqua que son clan avait empoisonné l'eau en vengeance contre ceux qui les avaient kidnappés. Il lui demanda ensuite si elle voulait rendre le poison plus fort ou purifier l'eau. Cette décision montra sa force et sa compassion, même si elle ressentait de la colère de protéger ceux qui ne méritaient pas de mal. De purifier l'eau. Une fois incapable de supporter l'idée que des innocents dans la forêt, et ils se rapprochèrent. Il lui demanda si elle était heureuse d'avoir vengé son peuple. Elle admit que, bien que cela fasse du bien, il y avait toujours une tristesse en elle qui la faisait pleurer. Elle expliqua qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait et le referait si nécessaire. Cette honnêteté rendit Kiaru heureux, car il la voyait comme une compagne loyale, la considérant comme la partenaire parfaite pour lui. Quand Setsuna révéla enfin son vrai nom, elle promit de lui être entièrement dévouée. Pendant qu'elle dormait paisiblement, Kiaru fit le vœu de la protéger et de la garder à ses côtés pour toujours. Pendant ce temps, dans la capitale impériale, le roi était furieux et ordonna à Léonard de trouver Kiaru, le blâmant pour la mort de sa fille. Cela prépara le terrain pour davantage de conflits, alors que Kiaru et Setsuna faisaient manous et face à des défis. Plusieurs jours après l'attaque ratée sur le village du clan du loup de glace, Kureha marchait sur les terrains d'entraînement quand elle entendit des soldats parler. Pendant que Flar et Setsuna s'éclaboussaient joyeusement dans la rivière, Kiaru observait. Amusé par leur joyeuse interaction, trouvant la scène irrésistible, il décida de les rejoindre, surprenant Setsuna par son audace. Avec Flar, ils partagèrent un moment intime avec Setsuna, qui sembla ensuite troublée, avouant qu'elle commençait à apprécier la présence de Kiaru. Bientôt, Flar demanda aussi timidement à Kiaru de lui accorder la même attention qu'à Setsuna, et il s'exécuta avec plaisir. Plus tard, ils retournèrent en ville pour livrer le dernier lot de médicaments, mais en chemin, un mendiant les arrêta. Ce mendiant, qui s'avéra être Goldman, s'approcha de Kiaru avec une confiance surprenante. Il l'appela par son vrai nom, ce qui rendit Kiaru instantanément méfiant. Goldman exigea la formule du médicament que Kiaru fabriquait, car il avait des partenaires commerciaux intéressés à le produire à plus grande échelle. Kiaru répondit par une menace, demandant combien de mannequins il pourrait créer avec les hommes de Goldman s'il décidait de riposter. Cependant, Goldman avertit Kiaru de bien réfléchir, notant que même avec sa force, ce ne serait pas une bataille facile. Les filles proposèrent de se battre, mais il les arrêta, disant qu'elles étaient ses armes et qu'il ne voulait pas risquer de les endommager. Finalement, Kiaru accepta de vendre la recette à Goldman, mais seulement pour un prix élevé, 500 pièces d'or. Sur le chemin du retour, Flair et Setsuna étaient mécontentes de l'accord, se demandant pourquoi il avait cédé la formule. Kiaru, riant, expliqua que la formule seule ne serait pas efficace sans les anticorps spéciaux que lui seul pouvait créer. Cela signifiait que Goldman avait gaspillé 500 pièces d'or, et ses partenaires commerciaux subirent de graves conséquences pour avoir utilisé un médicament incomplet. Les filles louèrent Kiaru pour son esprit astucieux. Soudain, Kuroha apparut et attaqua Kiaru sans avertissement, mais il bloqua son coup juste à temps, ne recevant qu'une légère coupure à la joue. Elle exigea de savoir qui il était, affirmant que seule sa famille pouvait utiliser la technique d'épée qu'il avait montrée. Kiaru resta silencieux, la laissant l'accuser davantage. Elle expliqua qu'un homme masqué avait attaqué des soldats de Joro, protégeant un village du clan du loup de glace, et qu'elle ne pouvait permettre à quiconque de ternir l'honneur de sa famille. Setsuna retira sa capuche et défendit Kiaru, disant à Kuroha qu'il avait sauvé son clan lorsque ses soldats avaient attaqué. Flair appuya la déclaration de Setsuna, ajoutant que les soldats avaient l'intention d'asservir les villageois. Kiaru suggéra alors que si Kuroha le laissait partir, il pourrait partager des informations précieuses sur l'incident. Cependant, Kuroha, toujours méfiante, dégaina sa deuxième épée et chargea, prête pour un autre combat. Voyant que Kuroha n'était pas convaincu, Flair s'avança et donna une explication sincère, disant à Kuroha qu'ils étaient en mission pour protéger ceux en danger et apporter la justice au monde. Elle rappela à Kuroha que, bien qu'elle ait été loyale envers son royaume, elle avait peut-être aidé, sans le savoir, ceux qui nuisaient aux autres. Flair la rassura de ne pas se sentir coupable, car elle avait simplement suivi ce qu'elle croyait juste. Flair suggéra ensuite à Kuroha de prendre le temps de considérer tout ce qu'elle venait d'apprendre et de faire son propre choix quant au chemin à suivre. Kiaru, satisfait de la performance convaincante de Flair, nota à quel point elle avait influencé Kuroha. Kuroha, visiblement confuse mais touchée par leurs mots, se tourna vers Kiaru, exprimant le désir de se racheter. Elle l'embrassa profondément, ignorant qu'il avait ouvert un flacon d'aphrodisiaque à proximité, ce qui intensifia ses émotions. Peu après, ils se retirèrent dans un endroit plus intime, où ils se rapprochèrent, permettant à Kiaru de sentir que Kuroha avait entièrement cédé et le soutiendrait désormais. Pendant ce temps, Léonard et ses hommes arrivèrent au village de Kuroha, rassemblant les villageois dans le cadre de son plan pour se venger de Kuroha, qui avait perturbé sa vie.
Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Kuroha semblait profondément attaché à Kyaru, restant constamment près de lui. Amusé, Kyaru fit remarquer qu'un comportement trop collant pouvait être un peu excessif, la faisant reculer légèrement. Juste à ce moment, ils entendirent une annonce à l'extérieur. Curieux, ils se dirigèrent tous vers la fenêtre pour écouter. Au grand choc de Kyaru, les soldats paradaient avec des prisonniers de son propre village et demandaient publiquement à quiconque ayant des informations sur lui de se manifester. Après l'annonce, Kyaru demanda à Kuroha de recueillir des détails sur la situation des villageois. Elle accepta et partit, Kyaru lui donnant un rapide baiser, ce qui surprit les autres filles. Pendant ce temps, dans son bureau, Léonard fulminait. Il avait récemment reçu des nouvelles de Kyaru, et son instinct lui disait que Kyaru se cachait quelque part à proximité. Frustré, il retira avec colère le bandage de son œil droit, se souvenant comment il l'avait blessé, et laissa échapper un cri primal. Non loin, Anna gisait immobile, un tragique rappel des actes cruels de Léonard. Plus tard ce jour-là, Kuroha fit son rapport à Kyaru, expliquant que son village avait été accusé d'avoir rejoint un culte, ce qui avait conduit au traitement sévère de ses habitants. Au lieu d'être en colère, Kyaru sembla amusé par le plan de Léonard, le reconnaissant comme une ruse astucieuse pour le faire sortir. Setsuna remarqua son sourire et demanda pourquoi il semblait si heureux. Kyaru répondit qu'il masquait sa tristesse et sa rage, donnant à Kuroha d'autres instructions pour continuer à recueillir des informations. Il décida ensuite d'affronter Léonard, mais d'abord, il se déguisa en soldat ivre qui avait précédemment tenté de lui acheter Setsuna. Caché dans une ruelle, Kyaru observa les prisonniers et remarqua qu'Anna n'était pas parmi eux. Il attrapa un soldat, et lorsque le soldat reconnut le visage déguisé, il se détendit, supposant que c'était une rencontre amicale. Utilisant les souvenirs du soldat qui l'imitait, Kyaru engagea la conversation, feignant d'exprimer sa peur de réintégrer l'armée en raison des conséquences de la désertion. Le soldat l'assura de son aide et prit une lettre et un insigne militaire de Kyaru, promettant de les livrer à Léonard. Pendant leur conversation, le soldat bavard raconta à Kyaru tout sur les mauvais traitements dans son village, mentionnant même comment Léonard avait humilié Anna devant tout le monde. Ensuite, Kyaru, rempli de rage, frappa un mur en pensant à la gentillesse d'Anna, qui l'avait toujours maintenue connectée à l'humanité. Plus tard, cette nuit-là, Kyaru rencontra Léonard dans un bâtiment abandonné, faisant toujours semblant d'être le soldat ivre. Il supplia Léonard de le laisser réintégrer l'armée, offrant des informations comme monnaie d'échange. Léonard, désireux de trouver Kyaru, accepta et exigea les détails. À ce moment, Kyaru laissa tomber son déguisement, révélant son vrai visage. Léonard, sous le choc, tenta de dégainer son épée, mais se retrouva paralysé. Kyaru révéla qu'il avait rempli la pièce d'un gaz paralysant. Insultant Léonard pour son arrogance, Kyaru utilisa ses capacités pour fouiller les souvenirs de Léonard, témoignant de la façon dont les soldats avaient attaqué le village et comment Léonard avait spécifiquement tourmenté Anna. Quand Léonard reprit conscience, il se retrouva transformé en femme, bien que cela ne semblât guère le déconcerter au début. Kyaru lui rappela à Anna, la femme qu'il avait violée, et Léonard rit, disant sans vergogne qu'il avait apprécié chaque seconde. Écœuré, Kyaru révéla qu'il avait arrangé pour que Léonard subisse une souffrance similaire. Un groupe d'hommes, qui attendaient, tournèrent leur attention vers Léonard, et Kyaru quitta les lieux, incendiant le bâtiment en partant, laissant Léonard à son triste sort. Ensuite, Kyaru se précipita pour trouver Anna, mais en l'atteignant, il réalisa qu'il était trop tard pour la guérir. Le cœur brisé, il retourna dans sa chambre, où Flar et Setsuna s'offrirent pour le réconforter. Bien qu'il acceptât, il se retrouva à pleurer, jurant que ce serait la dernière fois qu'il verserait des larmes, et promettant vengeance contre le royaume de Joril, pour toutes les souffrances qu'il avait causées. Ailleurs, dans le royaume impérial, Norn reçut une lettre l'informant de la disparition de Léonard. Déçue, elle punit son esclave, en colère que Léonard ait échoué à son devoir malgré le piège qu'elle lui avait tendu. Elle déclara ensuite froidement qu'elle exécuterait tous les villageois pour attirer Kyaru. Le lendemain, Kuroha informa Kyaru des ordres d'exécution de Norn, expliquant que les villageois seraient tués dans 5 jours au Colisée, qui était fortement gardé et protégé par 2 barrières magiques. Les barrières drainaient l'énergie de quiconque se trouvait à l'intérieur, rendant presque impossible le lancement d'un sauvetage réussi. Kuroha avertit Kyaru que tenter de sauver les villageois serait une mission suicide et lui demanda s'il était vraiment prêt à prendre ce risque. Kyaru admit qu'il avait peur, mais dit qu'il ne pouvait pas laisser des innocents souffrir. Impressionné par sa détermination, Kuroha promit son soutien, mais mentionna ensuite que Norn était revenu, ce qui fit figer Kyaru et Flair sous le choc. Kyaru, ignorant la vraie nature de Norn, supposa avec optimisme qu'elle les aiderait à combattre l'oppression. Flair, cependant, connaissait la vérité. Norn était impitoyable et n'hésiterait pas à nuire à quiconque se mettrait en travers de son chemin. Il se rappela comment, dans sa vie antérieure, Norn l'avait remarqué feignant la folie et l'avait fait chanter pour espionner sa sœur. Elle l'avait même forcé à commettre des actes indicibles, testant jusqu'où il irait pour garder son secret. Bien que Norn ne l'ait pas directement blessée, Kyaru comprit qu'elle était dangereuse. Le jour de l'exécution, Kyaru se faufila dans le Colisée, observant la foule acclamer la mort des villageois. Dégoûté par la cruauté de l'humanité, il observa le chef bourreau s'avancer, le narguant, disant que si Kyaru avait encore de l'humanité, il se rendrait pour sauver son peuple.
Le bourreau donna le signal de commencer, mais juste avant que les villageois ne puissent être blessés, Kiharu se révéla enfin. Dans l'arène bondée, Kiharu sauta des gradins vers le centre. Le bourreau affirma avec suffisance qu'il libérerait les villageois si Kiharu se rendait, mais Kiharu examina les niveaux de puissance des soldats et le sien, et ricana, disant qu'ils étaient tous bien trop faibles pour représenter un défi. Agacé par l'insulte, le bourreau ordonna à ses hommes de le capturer, mais alors qu'ils se rapprochaient, Kiharu les élimina avec facilité, laissant leur corps écrasés éparpillés sur le sol, choquant tout le monde autour. Le bourreau, luttant pour garder son calme, accusa Kiharu d'ajouter à sa longue liste de crimes. Imperturbable, Kiharu lui dit que son seul crime était d'essayer de sauver son peuple et de poursuivre la justice. Ignorant les ordres de rester immobile, Kiharu continua d'approcher, incitant davantage de soldats à l'encercler, mais il les évita avec une telle vitesse qu'ils finirent par s'attaquer mutuellement dans la confusion. Effrayé, le bourreau ordonna à ses soldats de commencer l'exécution immédiatement. Ils poignardèrent 4 villageois, mais Kiharu lança une épée, les arrêtant juste à temps. En colère, le bourreau blâma Kiharu, affirmant que sa défiance avait causé les morts. Kiharu répliqua, accusant le bourreau de rejeter la faute et dit qu'il ne faisait que défendre ses proches. Il jura ensuite de transformer l'arène en tombeau pour les soldats. Quand un soldat tenta d'attaquer, Kiharu le maîtrisa facilement, incitant le bourreau à activer les barrières magiques en désespoir de cause. Mais, à son insu, Kiharu avait déjà modifié la magie de la barrière, la faisant affecter les soldats à la place. Un par un, les soldats commencèrent à s'effondrer alors que les colliers qu'ils portaient les faisaient brûler de l'intérieur, tandis que Kiharu se tenait victorieux et indemne, le sang coulant autour de lui. Réalisant que les colliers étaient mortels, les soldats les retirèrent rapidement. Le bourreau, essayant de retrouver sa confiance, rappela à Kiharu que la barrière tenait toujours et affirma que Kiharu était piégé. Kiharu ne fit que rire, le traitant de fou de ne pas réaliser qu'ils étaient eux-mêmes piégés avec un ennemi impitoyable. Désespéré, le bourreau tenta de rallier ses hommes, leur disant de tuer un villageois s'ils voulèrent vivre. Mais comme aucun ne bougea pour suivre cet ordre tordu, Kiharu les railla, les traitant de lâches. Soudain, Kiharu remarqua que les villageois montraient des signes d'empoisonnement, toussant du sang. Sa colère grandit, mais le bourreau jura qu'il n'avait aucune part dans leur empoisonnement. À ce moment, une projection magique géante de Flar apparut dans le ciel, surprenant la foule. Elle annonça à tous les spectateurs comment le royaume de Juro avait maltraité les demi-humains et qu'elle n'était en vie que grâce à Kiharu, car le royaume avait tenté de la réduire au silence. Le bourreau tenta de convaincre la foule que c'était une imposture, pas la vraie princesse. Alors, pour prouver son identité, Flar invoqua un puissant sort magique de niveau 6. Une énorme boule de feu, connue sous le nom de Star Flare, se forma au-dessus du Colisée, brisant la barrière et prouvant qu'elle était la véritable princesse. Voyant ce spectacle, la foule commença à la croire, réalisant que seul Flar pouvait manier une telle magie. Flar continua, exhortant le peuple à se dresser contre le royaume corrompu, avertissant que davantage de vies d'hommes innocentes seraient perdues s'il restait qu'un homme silencieux. Elle les appela passionnément à se lever et à défendre leurs proches. Kiharu, observant cela, sourit, satisfait qu'une étincelle de rébellion ait été allumée parmi le peuple. La boule de feu s'éclaircit, et en disparaissant, Kuroa s'évanouit avec elle. Inspirée, la foule prit d'assaut l'arène, se retournant contre les soldats restants. Plus tard, Kiharu, Flar, Setsuna et Kuroa se regroupèrent dans un entrepôt caché, emmenant avec eux un villageois survivant. Kuroa, inquiète, demanda à Kiharu pourquoi les villageois avaient été empoisonnés. Il expliqua que leurs ennemis voulaient briser son esprit en le faisant se sentir impuissant à sauver son peuple. Kiharu soupçonnait Norn d'être derrière cela, car seule elle pouvait être aussi impitoyable. Juste à ce moment, les portes s'ouvrirent en grinçant, et Goldman, un allié, entra. Kiharu lui demanda de prendre soin du garçon qui avait survécu. Amusé, Goldman remarqua que Kiharu, bien que brutal au combat, avait un côté doux. Kiharu le nia, avertissant qu'il ne gardait Goldman que parce qu'il était utile. Il ajouta que lorsque le garçon se réveillerait, il blâmerait probablement Goldman pour sa souffrance et que Goldman ne devrait pas essayer de le faire changer d'avis. Goldman fit remarquer que le garçon pourrait même chercher à se venger un jour, mais Kiharu était indifférent, disant que sa haine lui donnerait un but pour reconstruire sa vie. Peu après, Kuroa fit ses adieux aux portes de la ville, les informant que l'armée impériale planifiait une expédition majeure vers la ville de Branica. Elle leur conseilla de l'éviter car ce serait dangereux, surtout avec Norn à la tête de la campagne. Kiharu, cependant, dit au groupe que Branica était précisément leur prochaine destination. Surprise, Kuroa demanda s'il avait un désir de mort, mais il l'assura qu'il avait un plan. Alors qu'il partait, Kiharu réfléchit qu'il n'avait jamais vu Norn mener une expédition à Branica dans sa vie antérieure, indiquant que les événements se déroulaient différemment cette fois. Pendant leur voyage, Setsuna posa des questions sur Branica, alors Kiharu expliqua que c'était une ville unique où humains et créatures magiques coexistaient. Il décrivit les créatures magiques comme des êtres capables de contrôler les démons. Setsuna remarqua que les humains avaient aussi de la magie, car ils contrôlaient les demi-humains, et Flar demanda pourquoi ils se dirigeaient vers un endroit si dangereux. Kiharu révéla qu'il y avait quelqu'un là-bas qu'il voulait rencontrer. Pendant ce temps, de retour dans la capitale impériale, Norn était furieuse que ses soldats n'aient pas réussi à capturer Kiharu dans la ville de Lareda. S'en prenant à son serviteur, elle maudit sa sœur comme une traîtresse, jurant de la capturer. Son esclave l'informa des rébellions montantes à Lareda
et dans les villages voisins, ce que Norn décida froidement de laisser aux créatures magiques pour réduire la résistance. Lorsqu'on lui demanda si elle mettrait en pause l'expédition, elle refusa, insistant que rien n'interférerait avec sa chasse. Un soir, au campement de Kiaru, il prit un moment pendant que les filles dormaient pour réparer le bâton magique de Flar. Il mentionna qu'il devrait trouver un bâton plus solide, capable de gérer sa puissante magie. Cela le mena à penser aux armements divins, des armes rares et puissantes que seuls les héros pouvaient manier. Ces armes commençaient comme des gemmes, mais une fois qu'un héros s'y liait, elles se transformaient en une arme parfaitement adaptée à ses forces. Dans sa vie passée, Kiaru n'avait pas pu obtenir l'une de ces gemmes, alors il était déterminé à en trouver une cette fois, curieux de la forme qu'elle prendrait une fois qu'il aurait formé un contrat. Le lendemain, ils arrivèrent dans une ville animée, qui remplit les filles d'émerveillement devant les interactions harmonieuses entre humains et démons. Kiaru expliqua qu'il y a des années, le royaume de Joril avait fait face à une invasion démoniaque. En réponse, ils avaient fortifié leur défense et abandonné Branica, qui n'était alors qu'une ville frontalière. Étonnamment, la ville survécut et évolua en un lieu où humains et démons coexistaient pacifiquement. Dans un pub, alors qu'il partageait un repas avec les habitants, Kiaru demanda comment ils parvenaient à vivre en harmonie. Un homme expliqua que lorsque le royaume avait abandonné Branica, le seigneur féodal avait pris une mesure audacieuse en négociant la paix avec les démons. Bien qu'initialement prudents, avec le temps, les deux parties apprirent à vivre ensemble pacifiquement. Leur conversation fut interrompue lorsque une serveuse ajouta une étrangère à leur table. La silhouette retira sa capuche, et Kiaru fut surpris de la reconnaître comme la reine des démons, bien qu'elle semblât plus jeune et eût des cheveux d'une couleur différente de ceux dont il se souvenait. Quand il utilisa ses capacités pour l'évaluer, il découvrit qu'elle était une candidate reine des démons, suggérant son immense potentiel. Ses compagnons l'informèrent que l'actuel roi des démons maintenait les démons en ordre, mais personne ne l'avait jamais vue en personne. Kiaru déclara audacieusement qu'il avait rencontré la reine des démons, la décrivant comme une fille mignonne, ce qui fit rire les autres. Il désigna la fille, insistant qu'elle ressemblait à la reine des démons qu'il avait connue. Elle écarta ses commentaires, lui demandant s'il était ivre ou s'il hallucinait. Kiaru partagea plus de détails, décrivant la reine des démons qu'il connaissait comme ayant des cheveux argentés, des yeux rouges et des ailes noires. Ils lui dirent que cela ne pouvait être vrai puisque l'actuel roi des démons avait ordonné l'extermination de la tribu des ailes noires. Quiconque de cette tribu serait traqué immédiatement. Alors que la fille se levait pour partir, Kiaru la taquina légèrement, disant qu'il était impoli de partir sans se présenter. Elle rétorqua, lui disant que sa confiance n'était pas suffisante pour mériter son nom. Juste à ce moment, Kiaru l'avertit d'une attaque imminente et lui conseilla de rester prudente. Quelques instants plus tard, Flar et Setsuna lancèrent rapidement des barrières magiques alors qu'une fenêtre voisine se brisait. Kiaru nota que si ses amis avaient réussi à créer des barrières juste à temps, la fille l'avait fait sans effort. Il fit remarquer que l'explosion était probablement une diversion, réalisant qu'elle avait été touchée par une flèche empoisonnée destinée à la paralyser. Il attira son attention sur un groupe de démons au bas des escaliers et lui offrit son aide. Réalisant qu'elle était dépassée, la fille demanda à contre-cœur son aide, avant de perdre connaissance. Alors que les démons avançaient, Kiaru promit de la protéger, bien qu'ils doutassent de sa capacité à les repousser. Un démon chargea, mais Kiaru le vainquit facilement, le projetant contre un mur, permettant à son groupe de s'échapper. Pendant qu'il fuyait, Kiaru guérit la fille et accéda à ses souvenirs, réalisant que les choses allèrent devenir intéressantes. Ils l'emmenèrent dans un bâtiment abandonné, où Kiaru demanda à Flar et Setsuna de monter la garde pendant qu'il parlait en privé avec la fille. Quand elle se réveilla, elle questionna ses motivations. Il révéla qu'il cherchait une reine des démons, aux ailes noires, mentionnant son intérêt pour elle en raison de son potentiel. Elle se moqua, affirmant que la dernière reine des démons aux ailes noires avait vécu il y a des lustres, et qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse les connaître. Kiaru clarifia qu'il ne parlait pas du passé mais du futur, révélant que dans 4 ans, elle deviendrait la reine des démons. Non convaincue, elle l'accusa de mentir, mais il s'identifia comme le héros de la guérison, la surprenant. Elle adopta une posture défensive, méfiante quand il l'appela par son nom, Eve. Kiaru la rassura, affirmant qu'il ne lui voulait aucun mal et lui demanda de l'écouter attentivement. Il expliqua que l'actuel seigneur démon avait ordonné le massacre de son peuple par crainte de leur puissance, et qu'en tant que candidate au titre de seigneur démon, elle était une cible de grande valeur. Kiaru lui proposa sa protection, expliquant que son accession au trône du seigneur démon leur serait mutuellement bénéfique. Eve rejeta son offre, tentant de s'en aller, mais Kiaru l'arrêta net, lui rappelant que sans son aide précieuse, elle serait déjà morte à l'heure qu'il est. Il lui fit remarquer qu'elle n'était absolument pas en mesure de se défendre, ajoutant que partir ne ferait qu'accroître ses souffrances. Elle parut stupéfaite, et il lui révéla qu'il savait que ses ailes portaient les âmes de son peuple. Kiaru lui promit une opportunité de vengeance et lui offrit une voie pour revendiquer la position de seigneur démon, ce qui sauverait son peuple. Quand elle lui demanda pourquoi il tenait tant à l'aider, il avoua qu'il recherchait le cœur du seigneur démon. Après mûre réflexion, elle accepta d'envisager sa proposition. Le lendemain matin, Eve se réveilla face à une scène des plus choquantes. Kiaru et les autres s'adonnaient à une scène intime, sans la moindre once de honte. Quand elle les confronta, ils expliquèrent, avec une nonchalance déconcertante, que cela faisait partie de leur routine quotidienne. Agacée, elle les accusa de tenter de la gêner, mais Kiaru l'assura qu'il respectait ses limites personnelles. Observant son malaise, il lui offrit, taquin, son aide, qu'elle refusa sur le champ. Kiaru rit, la prévenant que si elle décidait de rester avec eux, elle devrait s'habituer à leur mode de vie très ouvert.
Eve le traita d'impudique, l'accusant de comploter pour la manipuler. Kiharu, amusé, la mit au défi de prouver sa maturité, ce qui la fit trébucher et atterrir près de lui, provoquant une rencontre embarrassante qui la laissa appeler sa mère à l'aide. Après leur exercice matinal, Kiharu et Eve s'assirent à Jay pour manger. Kiharu regarda Eve et lui dit en plaisantant que sa mère serait probablement déçue par son comportement. Il lui expliqua que si elle voulait flirter avec un homme, elle devrait être prête à aller jusqu'au bout, et non pas seulement le taquiner sans suite. Elle s'excusa pour son attitude un peu trop joueuse et lui demanda quel genre de personne il était vraiment au fond de lui. Kiharu, avec un sourire narquois, affirma qu'il était le genre d'homme que toutes les femmes désireraient ardemment. Eve haussa un sourcil et fit remarquer que seules les personnes arrogantes diraient une chose pareille. Kiharu haussa les épaules et répondit qu'elle ne devrait pas juger avant de l'avoir expérimentée par elle-même. Il remarqua qu'elle ne mangeait pas beaucoup. Alors, Koro, remarquant sa réaction, demanda si sa cuisine était vraiment si horrible. Mais Eve le rassura en disant que ce n'était pas mauvais du tout. Cela faisait juste très longtemps qu'elle n'avait pas mangé un si bon repas, et cela la rendait un peu émue. Tandis qu'il continuait de manger, Kiharu aborda l'idée qu'il fasse équipe pour vaincre le Seigneur Démon. Il proposa qu'une fois qu'Eve serait devenue la Seigneur Démon, elle devrait tenter de négocier une paix durable entre les humains et les démons. Eve, curieuse, lui demanda pourquoi il souhaitait mettre fin à ce conflit incessant. Kiharu expliqua que le royaume de Kiharu avait déclenché cette guerre principalement pour le profit, causant douleur et souffrance à des innocents, et il voulait y mettre un terme définitif. Eve accepta, affirmant qu'elle travaillerait avec lui, mais juste pour être bien clair, elle lui demanda s'il ne faisait pas tout cela simplement pour se rapprocher d'elle. En riant, Kiharu l'assura qu'il n'était pas assez stupide pour risquer absolument tout juste pour une simple conquête romantique. Après leur repas, Flar et Setsuna commencèrent à nettoyer, tandis que Kiharu et Eve sortirent pour discuter. Kiharu interrogea Eve sur ses pouvoirs, en particulier en tant que descendante de l'ancien seigneur démon. Il était curieux de savoir si elle pouvait contrôler des démons. Eve le corrigea, expliquant que son pouvoir n'était pas de contrôler les démons, mais plutôt une entité divine. Quand Kiharu demanda des précisions, elle révéla qu'il s'agissait de Caladrius, l'oiseau divin de la maladie mortelle. Kiharu se souvint avoir entendu des légendes sur cet oiseau puissant qui pouvait à la fois provoquer et guérir les maladies. Bien qu'Eve l'ait averti que trouver Caladrius impliquerait des épreuves périlleuses, Kiharu resta imperturbable, lui rappelant qu'il était un guérisseur très habile, donc aucune maladie ne serait un trop grand défi pour lui. Elle mentionna qu'une des épreuves impliquait un voyage autour du monde, ce qui semblait intimidant, mais Kiharu promit de l'assister. Avant de partir, Kiharu se tourna vers Setsuna et Flair, qui venaient de les rejoindre, et leur demanda de garder un œil attentif sur Eve pendant qu'ils se rendaient en ville. Eve exprima son inquiétude, soulignant que ses ennemis en ville le reconnaîtraient probablement. Kiharu changea son apparence avec assurance et l'assura qu'il irait parfaitement bien. Une fois en ville, il arriva à la taverne, où les gens inspectaient encore les dégâts de la nuit précédente. Soudain, il y eut une grande agitation quand l'un des démons de la nuit précédente chargea vers lui sur un énorme taureau enragé. Kiharu esquiva rapidement, disant au démon qu'il s'était trompé de personne, mais le démon répliqua qu'il pouvait toujours reconnaître l'odeur de Kiharu. En réponse, Kiharu lança un couteau sur le taureau, qui glapit et s'enfuit. Quand il revint vers les autres, il apporta de nouveaux vêtements et de la nourriture pour les filles. Il demanda également à Setsuna de l'aider à retrouver le démon qu'il avait attaqué plus tôt dans la journée. Tandis que Flair aidait les filles à se changer, Eve remarqua qu'elle se déshabillait juste devant Kiharu et les traita d'exhibitionnistes sans aucune honte. Flar et Setsuna, imperturbables, répondirent que c'était tout à fait normal pour elle. Kiharu enleva ensuite sa chemise, les rejoignant, ce qui surprit Eve encore davantage. Quand elle protesta, les autres suggérèrent avec désinvolture qu'elle pouvait aller dans une autre pièce si elle était mal à l'aise. Peu de temps après, Setsuna traqua les démons jusqu'à un campement dans la forêt. Kiharu profita de la situation, lançant un aphrodisiaque sur le taureau qui chargea immédiatement dans la tente des démons, provoquant un chaos total. Quand les autres démons remarquèrent d'Akiura le tumulte et s'approchèrent, Kiharu ordonna à Setsuna de s'en occuper. Après s'être occupé des démons, ils les jetèrent dans un fossé voisin, Setsuna rendant les parois trop glissantes pour qu'ils puissent en sortir. Une fois réveillés, Kiharu leur proposa un marché, promettant de les libérer s'ils révélaient si quelqu'un d'autre était à la poursuite d'Eve. Les démons, désespérés, avouèrent qu'ils étaient les seuls et supplièrent d'être libérés. Kiharu leur dit qu'ils resteraient dans le fossé pendant 2 semaines pour réfléchir à l'importance de respecter la propriété d'autrui, faisant référence aux dégâts qu'ils avaient causés à la taverne. Un démon protesta, affirmant qu'il mourrait de faim, mais Kiharu suggéra sarcastiquement qu'il pourrait essayer de manger le taureau s'il ne décidait pas de les manger en premier. Le lendemain, Kiharu emmena Flar acheter un nouveau bâton. Quand il lui demanda de le tester, il remarqua quelques problèmes, alors il le répara sur le champ. Flar le testa à nouveau, ravi de la fluidité avec laquelle sa magie y circulait désormais. Le marchand, impressionné par l'habileté de Kiharu, lui demanda de réparer 2 autres bâtons, et Kiharu accepta sans hésiter. Après avoir terminé le travail, le marchand, reconnaissant, lui rendit la moitié de son argent et lui offrit une épée en mithril en guise de bonus. Alors qu'ils se préparaient à partir, une agitation soudaine à l'extérieur attira leur attention. Les gens se précipitaient dans une seule direction, et Kiharu dit rapidement à Flar de retourner à l'auberge pendant qu'il allait enquêter. Il découvrit bientôt que Norn, accompagnée de son armée, était arrivée en ville, et à sa grande surprise, elle avait amené Blade avec elle. Kiharu aperçut soudain Hawkeye, un autre héros, et s'enfuit rapidement en courant. Il se réprimanda d'avoir été si aveuglé par sa colère qu'il avait failli avoir des ennuis avec Hop.
Malgré cette échappée belle, son désir d'envoyer Blade en enfer restait très fort, et il se promit de se venger coûte que coûte. Quelques jours plus tard, Kiaru et les filles déjeunèrent avec Carmen, le marchand qui leur avait vendu le bâton de Flar. Ils discutèrent d'un accord selon lequel Carmen vendrait des amplificateurs, de pouvoir, de guérison et des potions de restauration d'endurance en parallèle pendant son séjour en ville. Carmen assura à Kiaru que les potions se vendraient extrêmement bien, d'autant plus que tout le monde était prudent à cause de Norn et de son armée. Il avertit Kiaru de ne pas être trop gourmand, lui rappelant d'être prêt à s'échapper si les choses devenaient dangereuses, car la ville pourrait très vite se transformer en champ de bataille. En retour, Carmen partagea une nouvelle des plus troublantes. L'une de ses clientes avait été abusée par Blade. Il expliqua qu'étant une héroïne, elle était considérée comme intouchable, ce qui rendait tout le monde méfiant à l'idée de s'approcher du domaine du seigneur féodal. Carmen mentionna également que Blade fréquentait souvent un bar, près du domaine. Un endroit que les gens évitaient désormais, comme la peste. Cela fit penser à Kiaru d'utiliser Flar comme appât. Mais il rejeta rapidement cette idée, se souvenant de l'obsession malsaine de Blade pour elle dans le passé. Au lieu de cela, il pensa à utiliser les autres filles, mais alors qu'il était au lit avec elles cette nuit-là, il réalisa qu'elles lui étaient précieuses et décida de trouver une autre solution. Le lendemain matin, Kiaru demanda à Flair de le maquiller un peu, et elle accepta avec enthousiasme, ravie de l'aider à améliorer son apparence. Il lui dit de se calmer, puis changea magiquement son apparence pour celle d'une fille, ce qui choqua les trois jeunes femmes et les laissa sans voix. Flar et Setsuna coururent, le serrer dans leurs bras, tandis qu'Eve observait, perplexe face aux étranges personnes avec lesquelles elle s'était retrouvée mêlée. Après s'être habillée, Kiaru quitta l'auberge et se dirigea vers le bar, mais il fut arrêté par des hommes grossiers qui tentèrent de profiter de lui. Kiaru leur dit d'aller porter leur sale gueule et leur comportement ridicule ailleurs. Ils rirent, lui promettant un bon moment, ne lui laissant d'autre choix que de riposter et de les tabasser. Une fois qu'il eut réglé leur compte à ces hommes, Kiaru arriva enfin au bar. Pendant qu'il était là, Blade entra et le remarqua immédiatement. Elle s'approcha de lui et ils commencèrent à discuter. Cependant, après un certain temps, Kiaru décida qu'il était temps de rentrer chez lui. Blade, voulant le retenir, commanda un autre verre et y glissa une substance en poudre avant de le lui offrir. Kiaru refusa, disant qu'il avait assez bu, mais Blade le but simplement elle-même et l'embrassa ensuite. Quand il la repoussa, il se sentit soudain pris de vertige et avant même de s'en rendre compte, il s'évanouit complètement. Quand Kiaru reprit connaissance, il se retrouva attaché à un lit, les mains et les jambes entravées. Alors qu'il luttait pour se libérer, Blade lui dit qu'il était inutile de résister. Elle s'approcha de lui, promettant de lui montrer pourquoi les hommes seraient bientôt totalement inutiles aux femmes. Elle l'embrassa de nouveau et tenta de se montrer entreprenante, mais à son horreur, elle découvrit qu'il était très bien pourvu. Choqué, Blade recula et finit par vomir de dégoût, donnant à Kiaru l'occasion de se libérer de ses entraves. Quand elle se retourna vers lui, il utilisa rapidement une lame empoisonnée pour la couper. Blade tenta d'atteindre son épée, mais le poison l'affaiblissait déjà considérablement. Kiaru révéla avec jubilation qu'il était en réalité un homme, ce qui choqua profondément Blade. Elle ne pouvait pas croire qu'elle venait d'embrasser un homme et tenta désespérément de saisir son épée à nouveau. Kiaru, agissant rapidement, lui lança des couteaux sur les mains, provoquant l'effet du poison, et elle s'évanouit peu de temps après. Avec Blade hors d'état de nuire, Kiaru savait qu'il avait une chance de renverser la situation et de se venger. Blade gisant inconsciente sur le sol, il décida d'utiliser sa capacité spéciale pour accéder à ses souvenirs les plus profonds. Grâce à cela, il apprit que Norn planifiait une opération de recherche et destruction à grande échelle dans sa vie, puis il lui proposa un jeu de luxure et la regarda avec avidité, incitant Blade à agir comme une artiste du quartier des plaisirs. Kiaru l'encouragea depuis son siège, lui disant qu'elle devait se donner en spectacle. Kiaru s'adossa, mangeant son repas, et lui offrant occasionnellement quelques mots d'encouragement. Après un certain temps, il se leva et changea son apparence pour ressembler à Flar, ce qui fit supplier Blade de ne pas la regarder. Il la rassura en disant qu'il essayait seulement de l'aider, mais voir Flar avait sapé toutes ses forces, au moment où Ragnar redevint une gemme que Kiaru prit avant de quitter la scène qu'il avait orchestrée. Le lendemain matin, en récupérant son argent auprès de Carmen, Kiaru ne remarqua pas l'approche de Hawkeye avant qu'il ne prenne la parole. Kiaru tenta de garder une expression neutre quand Hawkeye lui demanda s'il était celui qui fabriquait les potions. Kiaru confirma qu'il était incompétent. À la surprise de Kiaru, Hawkeye révéla également qu'il était doué pour espionner les gens, ce qui, comme l'arrivée d'une armée, indiquait généralement que quelque chose de significatif était sur le point de lui arriver. Après leur conversation, Hawkeye, tandis que Setsuna observait l'interaction, elle exprima son malaise face à l'aura de Hawkeye. Kiaru lui demanda qui, selon elle, était le plus fort entre lui et Hawkeye, et elle répondit qu'il avait utilisé la gemme qu'il avait obtenue de Blade pour créer un contrat, lui demandant de lui fournir une arme de dévastation et une armure sacrée mortelle appelée George, qui ressemblait à un gant avec un œil effrayant dessus. Excité d'acquérir cette arme divine, Kiaru se précipita pour trouver Flar et Setsuna, célébrant son nouveau pouvoir avec elle. Le jour suivant, Norn haussa les épaules et ordonna à ses troupes de poursuivre leur plan. Elle se dirigea ensuite vers la place de la ville pour parler aux habitants. Norn proclama qu'elle était venue. Cependant, un homme encapuchonné interrompit son discours, lui disant de se taire. Il fit remarquer que le royaume avait déjà abandonné la ville et ses habitants par le passé. Une autre personne acquiesça, déclarant que Norn et son armée n'avaient aucun droit de venir se prétendre sauveurs. La foule devint furieuse et commença à crier pour que les soldats s'en aillent. Juste à ce moment-là, l'un des soldats tenta d'attaquer Norn, mais Hawkeye réagit rapidement et maîtrisa l'homme.
Norn déclara que les démons lavaient le cerveau des gens et les humains pour reprendre la ville pour leur royaume. À ce moment-là, ces soldats commencèrent à attaquer tout le monde à l'intérieur, y compris les démons et les humains. Kiharu, observant depuis sa chambre, fut horrifié en voyant un soldat. Alors qu'il tenait Carmen dans ses bras, la pluie commença à tomber, reflétant son chagrin. Il fit le vœu de se venger de ceux qui avaient fait du mal à son ami. Pendant ce temps, Norn devenait de plus en plus frustré par la durée de la purge. Un soldat vint bientôt l'informer qu'un épéiste inconnu attaquait ses troupes. Juste à ce moment, une projection de flair apparut dans le ciel, compliquant encore davantage les choses. Elle fit comprendre aux soldats qu'ils menaient le mauvais combat. Au lieu d'être de nobles guerriers, ils agissaient pire que des mercenaires en tuant des innocents. Elle leur rappela que, contrairement au royaume de Joral, démons et humains vivaient paisiblement ensemble à Branica depuis de très nombreuses années. Leur arrivée perturbait cette harmonie. Après son discours percutant, les soldats laissèrent tomber leurs armes de honte tandis que des citoyens effrayés commencèrent à émerger de leurs cachettes. Kiharu s'était déjà faufilé jusqu'à l'emplacement de Norn et était prêt à mettre son plan à exécution. Pendant ce temps, Norn bouillonnait de colère face au discours de sa sœur. Elle croyait que Flar prétendait être quelqu'un qu'elle n'était pas, car Flair avait toujours méprisé les démons, et les demi-humains encore plus qu'elle-même. Norn suggéra à Hawkeye que Flair était probablement manipulé. Son cœur de glace n'aurait pas pu s'adoucir du jour au lendemain, donc cela devait être l'œuvre de Kiharu. À leur insu, Kiharu écoutait derrière une porte, absorbant chaque mot qu'il prononçait. Une fois qu'il se sentit satisfait de ce qu'il avait entendu, il sortit, provoquant Hawkeye à lui tirer des flèches. Kiharu réussit à dévier les flèches avec une grande facilité. Les autres chevaliers rejoignirent rapidement l'attaque, mais il les géra sans effort, ayant déjà fait face à des situations similaires auparavant. Le combat dégénéra rapidement en un duel acharné entre Kiharu et Hawkeye. Pendant la bataille, Hawkeye remarqua que l'arme de Kiharu était démoniaque et tenta de l'éviter. Il réussit à blesser Kiharu avec sa lame empoisonnée, mais Kiharu se soigna rapidement, renversant la situation en sa faveur face à Hawkeye. Utilisant une technique appelée guérison inversée, Kiharu réussit à vaincre Hawkeye avec un minimum d'effort. Hawkeye étant hors de combat, Kiharu annonça qu'il était un prince, mais comme ce n'était pas un conte de fées, il décida d'assommer Norn. Quand Norn se réveilla, elle se retrouva à moitié vêtue et enchaînée, hurlant de panique. Kiharu lui dit de ne pas gaspiller son énergie, expliquant qu'ils étaient dans un sous-sol souterrain, très spécial. Il continua en exprimant son désir de prendre son temps pour venger son meilleur ami et le village qu'elle avait détruit. Malgré sa situation, cela inspira une telle peur à Norn qu'elle le supplia d'arrêter. Changeant de tactique, il passa de la frapper à l'étrangler, s'arrêtant juste à temps pour la maintenir en vie. Il voulait lui donner une chance, alors il suggéra de jouer à un jeu avec des enjeux très élevés. Si elle perdait, il la livrerait aux citoyens en colère pour qu'elle subisse leur courroux. À contre-cœur, elle accepta de jouer. Flar fit alors une entrée des plus surprenantes, vêtue comme un chien prêt à rapporter. Kiharu lui ordonna de commencer, et malgré les protestations de Norn, Flar s'exécuta joyeusement. Au début, Flar hésita, mais elle finit par céder à la situation, à sa grande honte. Kiharu révéla que Flar avait échoué, et il la tira sur le lit, la forçant à donner un spectacle en direct que Norn devait regarder. Après un certain temps, il changea les choses et fit de même à Flar avant d'effacer sa mémoire, une action routinière pour lui. Après ces événements chaotiques, Kiharu retrouva son groupe et présenta Norn comme Hélène, la sœur qu'il avait cherchée pendant toutes ces années. Quand il la présenta à Eve, Flar ressentit une pointe de jalousie, ce que Kiharu remarqua immédiatement. Agissant en gentleman, il embrassa Flair avant d'interagir de manière espiègle avec les autres filles présentes, à l'exception d'Eve. Pendant ce temps, dans le royaume, le roi convoqua Bulette et lui ordonna de traquer Flair. Bulette était plus qu'impatient d'accepter cette mission. De retour à Branica, Kiharu dit aux filles d'attendre en dehors de la ville pendant qu'il s'occupait seul de certaines affaires inachevées. Ces affaires inachevées impliquaient de rendre hommage sur la tombe de Carmen. Il apporta des fleurs pour honorer son ami, promettant d'explorer le monde en mémoire de Carmen. Après ce moment très émouvant, il rejoignit les filles, se sentant béni d'avoir un groupe de compagnes fortes et particulièrement attrayantes. Contrairement à de nombreux autres protagonistes, il se sentait extrêmement chanceux d'être entouré de femmes aussi magnifiques. Il jura de traquer Bulette et de se venger tôt ou tard. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre waifu préférée de cet animé et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu intéressant.